Bonjour à tous. Nous allons commencer par une intervention du ministre. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'excuse de ne pas pouvoir être là physiquement. Vous savez que le mercredi, ce sont les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Mais il a enregistré pour nous un message que je vous propose d'écouter en vidéo. Monsieur le Président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, cher Stanislas Dehaene, Mesdames, Messieurs, je ne peux pas participer physiquement à la conférence internationale que vous organisez cet après-midi sur les inégalités sociales de l'école à l'enseignement supérieur, mais j'avais très à cœur de vous dire combien le travail que vous menez est essentiel. La recherche, l'expérimentation, l'étude de résultats empiriques, la méthode scientifique sont indispensables pour relever tous les défis auxquels les systèmes éducatifs sont confrontés. Ces défis, ils sont nombreux. C'est désormais une évidence. Non seulement l'école française ne réduit pas suffisamment les inégalités, mais elle les reproduit dans bien des cas, voire parfois les aggrave. Face à cela, depuis des dizaines d'années déjà, notre pays a développé une politique ambitieuse pour l'éducation prioritaire. Non, notre pays n'a pas à rougir de l'effort budgétaire qu'il déploie pour ses réseaux d'éducation prioritaire. En 2 quinquennats du président de la République, nous aurons doublé les moyens spécifiques consacrés aux écoles et collèges en REP et REP+. Malgré cet effort réel, l'école française est-elle massivement moins inégalitaire? Je ne le crois pas, malheureusement. Tous ces sujets et bien d'autres encore, vous les aborderez au cours de cet après-midi d'échange. Mais pour introduire vos débats, je souhaitais revenir sur 2 des axes qui m'apparaissent prioritaires pour réussir cette politique et refaire de l'école républicaine un vrai levier de promotion sociale et scolaire. D'abord, nous devons sortir des inégalités par le haut. Les études sont claires, non seulement notre école reproduit les inégalités, mais elle n'élève plus le niveau de nos élèves. En 2018, un élève de 4e avait le niveau scolaire d'un élève de 5e de 1995. En une génération seulement, nos élèves avaient perdu l'équivalent en niveau d'une année de scolarité. Investir dans la formation initiale réduit les inégalités, mais aussi élève le niveau de richesse de la nation. C'est le levier le plus puissant pour financer des services publics de qualité, car dans un pays, tout commence par l'éducation. Pour engager cette bataille des savoirs, j'ai lancé, il y a 2 mois, une mobilisation générale. Chercheurs et recteurs, professeurs et inspecteurs, directeurs d'administration centrale et organisations syndicales qui travaillent ensemble pour examiner sans tabou toutes les solutions. Passage conditionnel en classe supérieure lors des années charnières, manuels certifiés scientifiquement, groupes de niveau établis en fonction des besoins des élèves en réduisant la taille des groupes pour les élèves qui en ont le plus besoin. Voilà des pistes que nous avons versées au débat scientifique et pédagogique. Cette mission pour l'exigence des savoirs me remettra ses conclusions cette semaine et je les présenterai début décembre. Au fond, leur philosophie est simple et repose sur 2 objectifs. D'abord, garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves et pour y parvenir, mieux adapter les conditions d'apprentissage aux besoins de chaque élève. Réduire les inégalités par le haut, c'est investir très tôt pour la réussite de chaque élève, dès les petites classes. En REP et REP+, nous avons dédoublé les petites classes au bénéfice de 500 000 élèves. Tout cela produit des résultats. À Marseille, dans les 82 écoles innovantes du plan Marseille en grand, les évaluations menées en cette rentrée montrent ainsi que des élèves qui entrent en CP avec un niveau de REP+, progressent jusqu'à un niveau REP en début de CE1, qu'ils dépassent ensuite. Je pense aussi au passage en classe supérieure qui doit s'accompagner d'une véritable maîtrise des attendus aux classes charnières. Sans cela, on le sait, on laisse au risque de décrochage scolaire toutes les chances de s'installer. On a longtemps dit que le redoublement affaiblissait l'estime de soi de nos élèves. C'est en partie vrai. En fin de CP, 20% de nos élèves n'ont pas une maîtrise suffisante de la lecture. Sur ces 20%, 2% des élèves redoublent. Que fait-on pour les 18 autres pourcents ? En quoi une telle politique de passage quasi systématique favoriserait l'estime de soi et la réussite des élèves ? Dans ce cas, laisser des élèves passer dans la classe supérieure sans avoir le niveau, c'est simplement reculer pour mieux décrocher. Investir une année supplémentaire d'enseignement pour un élève qui en a besoin, investir plusieurs semaines de stage de rattrapage durant les vacances scolaires pour un élève qui en a besoin, c'est aussi œuvrer pour l'égalité des chances et pour la réduction des inégalités par le haut. Réduire les inégalités, c'est aussi faire de la voie professionnelle une voie promotionnelle. C'est revaloriser les moyens et le niveau du lycée professionnel qui accueille 1/3 de nos lycéens. Avec le président de la République, nous avons décidé d'investir 1 milliard d'euros de plus par an au lycée professionnel, de renforcer le volume horaire, d'améliorer le taux d'encadrement dans les enseignements généraux pour lutter contre ce décrochage. Enfin, réduire les inégalités, c'est bâtir pour l'élève, comme pour ses professeurs, le meilleur environnement pour les apprentissages.
Oui, c'est plus simple d'apprendre dans une école rénovée où l'on n'a pas trop chaud l'été ou trop froid l'hiver. L'État investit désormais 500 millions d'euros par an à travers le Fonds vert pour la rénovation des écoles, notamment auprès des communes les plus rurales et les plus modestes, alors même que ça n'est pas la compétence de l'État. Oui, c'est plus simple d'apprendre quand on a petit déjeuner le matin et que l'on a un déjeuner équilibré le midi. C'est pourquoi nous avons élargi la cantine à 1 euro pour les familles modestes et servi l'an passé 12 millions de petits déjeuners gratuits. Oui, c'est plus simple d'apprendre dans une famille qui est soutenue financièrement par l'État lorsqu'elle en a besoin, quand on n'a pas à se soucier du couperet de la fin du mois, voire du 15 du mois. C'est pourquoi nous investissons chaque année un budget massif de bourses et fonds sociaux pour les élèves modestes et leurs familles que nous sanctuarisons à nouveau cette année. C'est pourquoi nous automatiserons le versement de ces bourses dès la rentrée prochaine pour lutter également contre le non-recours ou le sentiment de stigmatisation. Mesdames et messieurs, les inégalités à l'école, nous les combattons sur tous les fronts, pédagogiques, financiers, organisationnels, sans jamais rien renier de l'horizon qui doit être celui de notre école, l'exigence, l'excellence et l'ambition que nous devons à tous les enfants de la République. Mais nous ne devons pas seulement réduire les inégalités à l'école, nous devons aussi réduire les inégalités qui vont au-delà de l'école, par l'école. Car réduire les inégalités n'est pas simplement une manœuvre statistique. C'est d'abord permettre à chaque élève d'écrire son propre destin, de trouver sa place dans la société, d'y vivre dignement, sans n'être jamais prisonnier d'aucun déterminisme. Il y a au cœur de la formulation d'un vœu d'orientation un enjeu profond de justice sociale. Voilà pourquoi, à côté de la mission pédagogique éminente que j'assigne à l'école, je lui assigne également une mission de préparation et d'accompagnement au choix d'orientation. Car aucun de ces choix ne va de soi. Pascal écrivait que la chose la plus importante à la vie, c'est le choix d'un métier. Or, le hasard en dispose. Mener une politique d'orientation, c'est donc lutter contre ce hasard, contre tout déterminisme, ouvrir le champ des possibles et avoir de l'ambition pour tous. Il faut donner aux élèves toutes les cartes en main. Là aussi, soyons lucides, et vous l'êtes évidemment dans vos nombreux travaux sur le sujet. Aujourd'hui, on n'accède pas aux mêmes études, ni aux mêmes métiers selon son origine sociale, selon son genre ou selon son origine géographique. Or, l'école, en lien avec le travail de tous ses partenaires, régions, associations, opérateurs, universités, l'école et ses partenaires ont le pouvoir de permettre aux élèves d'échapper à un destin que le milieu d'origine pouvait avoir écrit par avance. Cela passe d'abord tout simplement par l'information, par la découverte des différentes voies et métiers possibles, et ce, de manière incarnée, pour que chaque jeune puisse se dire « et si c'était moi ?» Les pays qui réussissent mieux que nous sur l'orientation, ceux qui réduisent le mieux les inégalités sociales dans l'orientation, ont aussi recours à des périodes de stage plus importantes. Voilà pourquoi nous avons décidé en cette rentrée de généraliser la découverte des métiers dès la classe de 5e. Voilà pourquoi, près de 20 ans après l'instauration des stages d'observation en 3e, nous allons franchir une nouvelle étape en instaurant des stages obligatoires de 2 semaines en classe de seconde, générale et technologique dès le mois de juin 2024. Nous savons que le fameux stage de 3e est bénéfique. Une récente enquête a montré que près de 90% des collégiens l'ont trouvé utile. Mais il y a un deuxième sujet crucial qui repose sur l'incarnation et la transmission, c'est l'accès à la culture. Pour beaucoup d'enfants, c'est l'école qui doit apporter ce bagage de la culture. Il faut que l'école de la République devienne elle-même un lieu de culture à part entière, un lieu qui éveille les élèves aux arts par la pratique, la connaissance, l'expérience. Alors comment faire en pratique ? D'abord, je crois beaucoup qu'il nous faut rénover les enseignements artistiques. Ce sera l'une de mes grandes priorités pour l'année 2024. Nous devons à nos élèves des cours leur offrant les connaissances intellectuelles mais aussi pratiques nécessaires pour apprécier les œuvres d'art, pour devenir eux-mêmes des créateurs. Ensuite, en encourageant la fréquentation directe des œuvres. La part éducation du Pass Culture a déjà permis à plus de 2 millions de collégiens de vivre des expériences culturelles et transformatrices. Nous devons poursuivre cet effort et aller plus loin. Enfin, je terminerai en évoquant un chantier qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est un combat qui est central dans la lutte contre les inégalités. Je veux parler du développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Je veux parler de l'estime de soi, de la confiance, de l'empathie. Tout cela ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une matière ou d'un enseignement à proprement parler. Or, c'est une thèse bourdieusienne bien connue. La société et l'école attendent des élèves qu'ils les développent, mais sans leur en donner tous les moyens. Or, ces compétences psychosociales sont primordiales dans la vie. Là aussi, les exemples étrangers sont éclairants. Je pense au Danemark, qui a réussi à faire reculer le harcèlement scolaire en promouvant notamment les cours d'empathie. Nous l'expérimentons déjà en France et nous amplifierons dans les prochains mois pour le généraliser à la rentrée 2024. Voilà, mesdames, messieurs, les mots par lesquels je souhaitais introduire vos débats.
Pour faire réussir notre jeunesse, la réflexion doit guider l'action. Voilà pourquoi je voudrais conclure en vous redisant combien vos travaux sont précieux et même indispensables au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et au ministre que je suis. Merci pour votre rigueur intellectuelle, merci pour votre exigence constante et merci par avance pour vos débats de cet après-midi. À très bientôt.